Bonsoir. Donc Sylvie et moi sommes ravis de vous recevoir, encore nombreux et nombreuses, pour cette deuxième partie de conférences qui sont proposées avec Sylvie. Voilà, et qui est sophro-analyste à Bière, avec qui on a déjà fait une première conférence au mois de février. Voilà, sur le lien avec nos familles et tout ce qui est transgénérationnel. Et là, Sylvie va aborder les mémoires prénatales, un thème vaste et fourmillant. Voilà. Du coup, je vais te laisser la parole. Bonsoir à tous. Et je suis très contente ce soir de revenir pour parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur, qui est mon travail au quotidien, qui est un thème, qui sont des sujets en tout cas que j'explore depuis plus de 20 ans, et qui c'est toujours différent à chaque fois de les présenter. Ce soir, ça va être encore ciblé d'une certaine façon, parce que les mémoires prénatales, en fait, c'est un sujet très vaste. Alors, la façon dont moi je les présente, je dirais qu'il y a en fait 4 grands thèmes d'imprégnation des mémoires prénatales, qui sont, alors ce qu'on a évoqué, la dernière conférence était sur la psychogénéalogie et les mémoires prénatales. Alors, les 4 grands thèmes, en fait, pour moi, sont le transgénérationnel, c'est-à-dire tout ce dont on a, tout ce qu'on a hérité, tout ce qu'on a reçu comme information de nos parents quand ils étaient enfants, de nos grands-parents quand ils étaient enfants. Toute cette lignée-là, nous avons déjà ça inscrit dans notre première cellule. Donc ça fait beaucoup d'informations dès le début. Ensuite, il y a la deuxième imprégnation, on va dire, c'est ce que les parents ont vécu durant le temps de la grossesse, c'est-à-dire de la conception jusqu'à la naissance, tout ce qu'ils ont vécu pendant cette période-là, pendant ces 9 mois. Donc ça fait beaucoup d'événements de vie, 9 mois de vie. S'il y a eu un déménagement, s'il y a eu un décès, s'il y a une perte d'emploi, s'il y a eu un événement heureux aussi, tout ça est venu teinter l'enfant. Aussi, s'il y a eu des questions par rapport à la grossesse, tout ça c'est aussi leur vécu pendant ces 9 mois-là. Deuxième partie. La troisième partie, c'est l'histoire, le vécu de la mère en lien avec ses maternités. Est-ce qu'elle a eu des enfants avant, des fausses couches, des IVG, quel a été son parcours de mère, parce que dans cette matrice, dans ce ventre maternel, eh bien, il y a toutes ces mémoires aussi que l'enfant en gestation va sentir. C'est un peu une maison qui a pu être habitée de beaucoup d'émotions, de beaucoup de choses, de beaucoup d'histoires. Et du coup, ça va aussi teinter et donner des informations à l'enfant qu'il a. Ça ne lui appartient pas, mais c'est la maison dans laquelle il grandit. Donc c'est la troisième on va dire, troisième thème d'imprégnation. Et le quatrième, c'est celui dont on va parler ce soir, donc, qui est le monde intime de bébé. Et ce monde intime de bébé, je l'ai découpé, on va dire, pas bébé, mais en 2 parties, les liens d'attachement et la perte gémellaire. Alors, les liens d'attachement, c'est un grand sujet. Oui, c'est passionnant. Tu dis toujours que nous sommes des êtres de lien. Oui. Nous sommes profondément des êtres de lien. C'est quelque chose qui nous caractérise jusque dans nos cellules, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui est bien, c'est juste quelque chose de vital. Donc il y a 1000 façons de le vivre, ces liens d'attachement. Donc c'est un sentiment
Oui, d'affection, c'est un lien qui est en fait dans l'interaction. Je suis en contact avec quelqu'un qui va me répondre et il va y avoir un retour, et c'est cette interaction-là qui fait que l'attachement va se nourrir ou pas. Il va être nourri ou il va s'abîmer, il ne va plus exister, mais c'est vraiment une réponse, c'est un partage. C'est John Bowlby qui était psychiatre et psychanalyste anglais, qui dans les années 70 a vraiment mis à l'honneur l'importance des liens d'attachement, c'est-à-dire en le présentant comme un réel besoin de l'enfant pour se développer normalement sur le plan affectif et relationnel. Donc il a vraiment mis ça avec beaucoup de, d'analyse de terrain. D'érudition, il y a plusieurs. Moi, dans mes rayons, c'est vrai que Bowlby, c'est une référence en matière de théorie d'attachement qui est utilisée par beaucoup de personnes dans les milieux du soin. Oui, clairement. Et donc, il dit, il fait l'hypothèse que l'attachement sécure est biologiquement programmé en chacun de nous. C'est comme si, avant même de naître, nous avons en nous ce lien d'attachement qui est là, ça fait partie de nous. Et la façon dont il va être nourri, justement, avant la naissance aussi, et après la naissance, donc on va détailler ça, cette façon dont ça va être nourri va rendre ce lien sécure ou pas. Mais c'est comme si on l'a au départ. C'est quelque chose qui est inné, qui est vraiment là. C'est tellement inné, en fait, que on connaît ça aussi. Il y a une hormone de l'attachement. Donc, une hormone de l'attachement, ça veut dire qu'on a comme ça dans notre biologie, hein, c'est inscrit en nous, c'est l'ocytocine. Alors, c'est une hormone qu'on connaît parce qu'on l'appelle, l'hormone du bonheur aussi. C'est-à-dire qu'au moment de l'accouchement, particulièrement, c'est une hormone qui va aussi se déclencher, se libérer. Et donc, c'est comme si ça envoyait un jet d'information à l'enfant. C'est au moment où il va être séparé, c'est-à-dire je reste en lien avec toi, tu es plus en moi, on va être séparés, mais il y a quand même un attachement qui continue de se faire vraiment sur un plan physiologique réellement. Juste un petit mot pour l'ocytocine parce qu'elle est quand même importante. Il y a eu des études qui ont été faites et qui ont montré justement, puisque c'est l'hormone de l'attachement et du toucher aussi, que sur une étude sur 400 personnes, il y a eu des embrassades, des hugs, du toucher, du contact physique qui a été fait. Et les gens qui ont eu ce contact-là, en fait, il a été démontré que leur système immunitaire était 30% plus efficace, plus stimulé que les gens qui n'ont pas eu ces contacts. Alors c'est juste un clin d'œil aussi pour ces 2 dernières années où on a été bien... Oui, pour la situation actuelle, effectivement. Ça bien distancés, et on nous a dit protégez-vous, vous ne touchez pas, et on nous a fait vraiment vivre l'inverse, quoi. Biologie, preuve biologique à l'appui. Bon, on n'est pas à l'abri d'une contradiction. Ah non, bon. Donc voilà. Alors, une autre information aussi, c'est que dans nos premières semaines de vie, de gestation, il n'y a pas de différenciation, en fait, entre la peau et notre système neurologique. C'est-à-dire que notre peau, et on le sait, c'est notre plus grand organe, et cet organe-là, il est relié intégralement, directement à notre système neurologique. Et on le sait quand on dit qu'on nous touche, on va dire on est touché, mais on est touché physiquement, mais
quelque chose me touche, ça va beaucoup, beaucoup plus loin aussi. Donc, on est vraiment conçu pour ça, en fait. Voilà, donc il y a 4 grands profils d'attachement. Alors, l'attachement sécurisant, bien sûr, ça va être celui qui va être le plus doux à vivre. C'est regarder dans les yeux, c'est-à-dire c'est la maman qui va apprendre aussi son enfant. On va le placer aussi dans la relation parent-enfant. Comment nous avons été accueillis, regarder dans les yeux, considéré comme un être qui ressent et qui est en capacité aussi d'être dans l'échange. Le deuxième type, c'est insécurisant de type évitant, c'est-à-dire que quand la relation n'est pas sécure, l'enfant va avoir tendance à fuir, c'est-à-dire quand il peut se sentir rejeté. Donc il va fuir et puis on va retrouver donc, dans les comportements des aspects de repli, de fermeture sur soi. Ouais. Insécure, ambivalent, anxieux. Alors en fait, il y a dans les études qui ont été faites une dizaine de pourcents de gens qui savent que l'amour existe, mais que c'est pas pour eux en fait. C'est comme si ils craignent constamment de perdre l'autre et cherchent sans cesse à être rassurés sur le fait d'être toujours aimés. Donc ce sont ces profils-là, des profils qui correspondent à la façon dont l'enfant s'est senti aimé. D'accord. Parce que ça, ce sont des profils d'attachement en fait, mais que peuvent avoir des adultes. Bien sûr. Tu me parles de ça et du coup de l'enfant, comment il a été, comment cet attachement s'est fait dans l'enfance et du coup ça donne ces 4 profils. D'accord. Et le profil désorganisé, c'est-à-dire, c'est un peu le je t'aime moi non plus, c'est j'ai un geste tendre avec toi, mais je me moque de toi, ou je te méprise, ou je t'insulte, et l'enfant ne sait plus où est la sécurité, où est vraiment le sens du contact. Est-ce que c'est rassurant ou est-ce que ça fait peur? Et comme c'est les deux à la fois, c'est déstabilisant. Alors on va trouver ça très particulièrement dans toutes les relations avec un parent pervers narcissique. C'est vraiment, ça génère un attachement désorganisé. L'enfant ne sait plus comment entrer en contact avec l'autre et donc va être tout le temps dans un jeu de rôle parce qu'il ne peut plus être sincère, il n'est pas en sécurité, donc il est tout le temps en suradaptation. Donc ce sont des profils d'attachement qui commencent dans l'enfance et puis qui nous tiennent pour la vie, si c'est pas réajusté. Mais on peut le réajuster. Ok, donc juste un petit récap sur l'attachement sécure-insécure. Alors voilà, ça fait l'intériorisation de la figure d'attachement, parce que nous grandissons aussi avec les modèles que nous avons reçus. Donc un modèle d'attachement, une figure d'attachement qui va être sécurisante, eh bien, va faire cet effet d'introjection, c'est-à-dire on va intégrer cette figure-là et on va la faire vivre en nous aussi. Donc on va l'incarner, cette figure d'attachement sécurisante. Donc ça va développer l'autonomie et ça aide aussi à s'ouvrir sur le monde. Si on est en sécurité, il y a... Oui, on va plus facilement explorer le monde et découvrir des choses qu'on ne connaît pas. C'est ça. On a besoin, au départ, on entre dans le monde et le monde est à découvrir et naturellement, il est, pour l'enfant que nous étions à la naissance, dépendant et vulnérable, on a besoin de sentir que ce lien-là nous permet de nous sentir enveloppés et nous apporte tout ce dont on a besoin. C'est juste
c'est juste vital. Donc, et quand l'attachement est insécure, eh bien oui, ça va créer des difficultés à être en lien avec les autres. Il va y avoir des angoisses de séparation et puis une difficulté aussi à être autonome. Donc, l'enfant apprend à s'aimer dans le regard de ses parents et nous nous aimons comme on nous a aimés en fait. C'est vraiment ce jeu de miroir, c'est pour ça que ces premiers liens parents-enfants sont vraiment essentiels. Donc s'il n'y a pas cette présence accueillante et sécurisante, qu'est-ce qui va se passer? Le bébé va sentir qu'il n'a pas de valeur, c'est-à-dire qu'il est accueilli comme un être peut-être à nourrir simplement, mais que lui, en tant qu'être, il n'a pas de valeur et il va du coup être dans cette quête incessante toute sa vie pour essayer de retrouver dans le regard de tous les autres ce qu'il n'a pas trouvé, dont il avait besoin et qui était fondateur pour lui. Eh bien, il va le compenser en cherchant peut-être toute sa vie pour sentir qu'il a de la valeur, qu'il est important. Et c'est quelque chose qui va chercher à être comblé tout le temps. D'accord. Donc, le bébé, au départ, n'a pas la conscience qu'il existe, on va dire. Les premiers temps de vie, l'enfant alors, dans le ventre maternel, il est en symbiose. C'est je suis toi, tu es moi, il n'y a pas de différence. Les émotions de la mère deviennent les émotions du bébé et il intègre ça, ce sont ses mémoires, ça devient ses mémoires aussi à lui. Après la naissance, là on est encore dans l'attachement après la naissance, d'accord ? On parle vraiment du thème parce qu'il est important pour aborder la suite. Quand le bébé naît, il est en fusion avec la mère, il a besoin de sentir qu'il y a ce continuum de liens, de relations. Il a, comment dire, il a besoin de ce contenant, ça, on est d'accord, voilà, il a besoin de l'autre, d'où la nécessité d'une figure d'attachement sécurisante, il a besoin de l'autre pour exister. En fait, réellement, le bébé, sans l'autre, n'existe pas. Si on le laisse là, c'est comme s'il n'existait pas. Et c'est vraiment ça, je ne suis rien, en fait, je n'existe que par l'autre. Et ça, c'est cette sécurité que l'enfant va trouver dans l'attachement va lui permettre de structurer aussi ces trois piliers relationnels, c'est-à-dire la dépendance, l'indépendance et l'interdépendance. La dépendance, c'est notre état au départ. Je n'existe pas sans toi. Si tu n'es pas là, je ne suis rien. Donc ça, c'est vraiment l'état de dépendance et tous nous commençons comme ça. Quand l'enfant est pris en considération, qu'il a une place, qu'on lui donne de la valeur, il va doucement pouvoir se détacher, sortir de la fusion, se détacher, passer dans l'autonomie. Quand il arrive à l'adolescence, enfin on va dire entre 2 ans et l'adolescence, il a vraiment traversé toutes les étapes de l'indépendance, c'est-à-dire apprendre par lui-même, vivre son « je suis », je ne suis pas toi, et je ne suis pas comme toi, je n'ai pas tes goûts, je n'ai pas forcément envie d'indépendance, c'est je peux faire moi tout seul. Et puis, quand ces étapes-là sont bien nourries, eh bien, on peut arriver à, ok, à la fois j'ai besoin de toi, et puis à la fois tu as besoin de moi, et c'est du coup une interdépendance, c'est-à-dire que le nous peut se vivre aussi dans une égalité. Ça va être un partage
et pas un combat dans la relation. En tout cas, donc ces 3 piliers relationnels vont structurer aussi nos piliers de construction interne, qui sont l'estime de soi, la confiance en soi et l'affirmation de soi. Donc l'attachement et toutes ces étapes-là de relation, de confiance, de se sentir aimé, du coup de s'aimer, alors ou pas, vont déterminer ensuite notre relation au monde et la façon dont nous allons être en relation avec nous et en relation avec les autres. Donc plus l'attachement est vécu en sécurité, et plus il y aura d'autonomie, bien sûr. Alors, je viens vous présenter le premier livre, un livre de Anne Reynaud, donc, et qui vient vraiment s'inscrire dans le socle théorique dont vient de vous parler Sylvie. Anne Reynaud, elle est psychiatre, spécialisée pour l'enfant. Elle s'est spécialisée pour les enfants sur l'autisme et en psychiatrie périnatale. Elle a créé des instituts de parentalité en France, à Bordeaux et à Paris, où donc c'est une institution qui accueille à la fois différents professionnels pour prendre en compte les problèmes des enfants qui viennent. Et aussi, cet institut a pour mission de proposer des formations pour les gens qui sont dans le soin. Donc Anne Reynaud, elle a écrit « Enfants sécurisés, enfants heureux, éduqués au quotidien grâce aux liens d'attachement ». Donc vous voyez, le sous-titre, on est vraiment dans ce que vient de vous dire Sylvie. Et ce petit livre est vraiment tout à fait réjouissant. C'est une sorte de vade-mecum. L'objectif de l'auteur, elle le dit, ce n'est pas de donner des réponses toutes faites, mais elle fait dans une première partie donc une présentation théorique et ensuite une deuxième partie qui est beaucoup plus fournie où à l'aide de cas concrets où elle raconte un récit en fait avec des cas d'enfants, après donc des situations, après elle donne tous les éléments de l'évolution en fait par laquelle passe l'enfant et elle décortique les avancées scientifiques qui permettent de dire ça ce sont des choses valables et du coup on peut orienter son attitude parentale en fonction de certaines choses maintenant qu'on sait vraiment. Donc voilà, la problématique du livre c'est vraiment comment construire le lien d'attachement avec votre enfant en fait à l'épreuve du quotidien, puisque tout ce qu'on vient de dire c'est vraiment le socle théorique. Mais après, même là actuellement, on parle d'éducation bienveillante, donc on sait tout ça. Mais c'est souvent des choses qui sont difficiles à mettre en place pour les parents, même quand ils ont pris la décision de le faire et qu'ils sont d'accord sur leur manière d'éduquer les enfants. Et du coup, elle vient donner des clés. C'est un livre qui est très facile à suivre. L'autrice est vraiment très didactique dans sa manière d'avancer les choses. Voilà, donc pour vous donner une idée, les cas. Voilà, il y a le cas numéro 1, faire ses premiers pas de parents avec Tom. Donc elle va parler des éléments un peu autour de la puériculture, l'allaitement, comment on choisit une crèche, vous voyez, toutes ces petites choses. Après le deuxième cas, Capucine pleure sans cesse. Donc là c'est autour des pleurs de bébé, que faire pour le parent. Elliot ne dort pas, ça c'est le troisième cas où on suit cet enfant. Et quatrième cas, Alice n'en fait qu'à sa tête, donc c'est autour de l'autorité parentale et aussi de la désobéissance. Et enfin Arthur, un petit bonhomme perdu face au conflit de ses parents, puisque actuellement la parentalité est aussi marquée par des séparations qui sont plus fréquentes, des familles qui sont recomposées, etc. Donc c'est quelque chose qu'elle a pris en compte du fait des formes familiales actuellement. Et donc voilà, pour vous parler du cas plus précis des pleurs, oui voilà, j'avais choisi par exemple d'illustrer un petit peu ce qu'elle dit par rapport à l'histoire de Capucine, cette petite fille
donc qui pleure beaucoup et avec intensité. Donc au début, elle donne un récit, Capucine et ses parents, alors elle nomme les parents, etc. Et on voit bien toutes les difficultés auxquelles font face les parents, le regard des autres, en société, la fatigue, etc. Donc tout ça autour des pleurs. Et donc après, elle va égrener des éléments à la fois théoriques et pratiques. Donc elle explique que les pleurs, c'est un moyen pour le bébé de communiquer, en fait, tout simplement. Elle le dit, elle le répète, un bébé ça pleure et c'est normal. Donc voilà, c'est assez rassurant pour les parents. Elle explique aussi que c'est un besoin physiologique. Il y a un scientifique, un biologiste américain, William Frey, qui a étudié en fait les larmes humaines, la composition des larmes humaines. Et il a vu qu'il y avait de l'adrénaline et de la noradrénaline, deux substances en fait qui marquent le stress. Et donc on se rend compte que pleurer, même adulte on peut en faire l'expérience, ça permet d'évacuer les tensions. Quand on a bien lâché, enfin oui du coup quand on a bien pleuré, du coup on lâche quelque chose et après on est dans un état où on sent tout de suite qu'on est quand même redescendu, même physiquement. Et bien le bébé en fait, comme il a que ça comme manière de faire, nous maintenant on connaît d'autres techniques, même si des fois ça nous arrive de pleurer, mais on a d'autres cordes à notre arc si j'ose dire. Un bébé, ben, lui pour se soulager, il pleure et il relâche ses tensions. Et donc cette petite Capucine là dont il parle, elle pleure beaucoup. Et donc elle explique qu'il y a des enfants qui ont un besoin de proximité et que ça dépend aussi du profil de chaque enfant. Il y a des enfants qui sont très demandeurs de proximité. Et notamment, elle avance un concept dont moi, je n'avais jamais entendu parler, le baby. Ce sont des bébés à besoins intenses. Et c'est une notion en fait, qui est sortie dans les années 80. Et par exemple, ça c'est très significatif, je trouve que ça c'est représentatif en fait de l'intérêt de ce livre parce que par exemple elle dit voilà c'est un concept qui est sorti dans les années 80 et qui est toujours pas trop diffusé alors que prendre conscience de ça peut simplement aider des parents pour qu'ils rectifient leur manière de faire en fait, de savoir qu'il y a des bébés vraiment qui ont besoin de beaucoup de proximité, beaucoup de bras. Voilà, donc ce livre, moi je l'ai beaucoup aimé, sur le conseil d'une cliente qui me l'a fait lire et qui l'avait beaucoup aimé. Il est sorti en 2021, il n'est pas vieux. Cette dame, elle a écrit un livre sur les émotions, sur la sécurité émotionnelle. Vous voyez, on en revient toujours un peu à tout ça. Et je l'ai trouvé vraiment très intéressant. Et voilà, et elle a le sens vraiment pour parler des choses de manière simple et claire. Je vais avancer un tout petit peu dans cette continuité aussi du lien justement. Alors, vous venez ici pour une conférence sur les mémoires prénatales et vous dites on n'est pas trop dans le sujet encore. Ça vient. Pardon? J'étais venue justement pour ça. Voilà, ça vient. Justement, vous allez comprendre. On a choisi de faire comme ça avec Célia. On a beaucoup travaillé sur comment présenter justement ce sujet. Les mémoires prénatales, c'est comment dire, cette avant-naissance et cette après-naissance, il y a une continuité aussi. Et en fait, de valider ça aussi avec vous, de le détailler aussi, parce que cette histoire-là, elle commence avant la naissance. Mais quand on comprend de façon peut-être un peu insistante, mais on avait envie de faire comme ça aussi, combien c'est important et vital d'être dans des liens d'attachement sécurisants et de prendre conscience qu'on est de toute façon, on est dans des liens d'attachement. Et parfois, on n'a pas le discernement. On ne sait pas dire, je ne sais pas si cette relation, elle est agréable, elle est confortable, ou j'ai envie de la continuer, que ce soit en couple ou autrement, parce qu'il y a quelque chose qu'on a du mal à discerner. Et on a du mal à discerner quand, au départ, la relation d'attachement était aussi
juste avant de continuer et de parler, alors plus de rentrer plus dans le sujet de la prénatalité, il y a eu des études douloureuses mais qui ont été vraiment très intéressantes, qui ont été faites dans des orphelinats, alors particulièrement en Roumanie parce qu'il y a eu des orphelinats qui ont été, où beaucoup d'enfants ont été laissés vraiment à l'abandon, étaient juste nourris, juste et encore voilà, lavés une fois par semaine ou par mois, on les laissait vraiment grandir tout seuls, sans regard, enfin il y a vraiment des expériences qui ont été faites pour voir comment grandissaient les enfants, et en fait les enfants, eh bien s'il n'y a pas cette altérité, s'il n'y a pas l'autre pour être vu, pour être aimé, pour être dans cet échange, eh bien il se replie sur lui. Donc ce sont des enfants qui avaient des comportements autistiques, qui étaient vraiment dans un repli, qui n'étaient plus du tout... et du coup, même quand il y a eu à nouveau des gens qui ont commencé à s'occuper d'eux, ils étaient dans la peur, ils n'étaient pas du tout dans le... Ils n'avaient pas intégré les codes, on va dire, de la bienveillance, et c'était de l'agression pour eux, de tendre les bras vers eux. Pour eux, c'était presque comme si on allait les frapper. Et ils étaient... mais certains se sont vraiment... ont été remis en sécurité, mais c'est... voilà, donc l'enfant ne peut pas grandir, il a besoin de cette nourriture réelle et affective. Et bien sûr qu'on va trouver aussi, que ce soit dans l'enfance ou à l'adolescence, plus tard, des fonctionnements d'anorexie ou de boulimie. C'est aussi le rapport à la nourriture, comment j'ai été nourrie affectivement, et je vais compenser aussi et reporter les dysfonctionnements que je n'ai pas eus sur un autre plan. Alors la grossesse, si on en parlait, si on en parlait un petit peu quand même. Alors, comment créer un lien d'attachement avec le bébé quand on ne peut pas le voir, pas le toucher, enfin voilà. Eh bien, oui, c'est quelque chose qui est, non seulement c'est possible, mais c'est important. Par le toucher, par la voix, par la conscience que l'enfant est là. Alors, oui, il y a eu des études aussi, et il y a quelqu'un qui a fait beaucoup avancer cette conscience du bébé in utero, Franz Wellmann, qui a développé l'aptonomie, qui est la science du toucher, et qui fait que quand on sait justement que des in utero, la peau et le système nerveux sont partis des mêmes cellules, eh bien le bébé aussi dans le ventre, des tout petits, mais on va dire qu'autour de 3-4 mois, il commence à percevoir aussi, alors des fois c'est encore bien petit pour qu'il y ait une interaction avec lui. À 4 mois, ça commence plus, 4 mois et demi, mais avant même, le fait de mettre la main sur le ventre, le fait de créer des petites impulsions comme pour lui dire « je sais que tu es là, je viens vers toi », comme un peu quelqu'un, on va taper à la porte pour dire « oh, il y a quelqu'un », et ce toucher-là, la voix, pas le dialogue, mais de parler à l'enfant vraiment comme un être entier, comme un être qui est déjà là, pas fini, mais déjà complètement là, c'est quelque chose qui aide aussi l'enfant à se développer et se développer en apprenant à répondre à ça. C'est-à-dire que je ne sais pas s'il y a des gens qui ont vécu cette expérience-là pendant la grossesse de l'aptonomie, mais c'est vraiment quelque chose de magique. Et c'est d'autant plus magique pour les papas parce qu'ils sont, quand ils sont là, en tout cas, ils partagent ça, ils vivent ça, et c'est une façon pour eux de sentir qu'ils existent aussi, qu'il y a vraiment un lien concret avec leur enfant. Donc
le toucher, la voix, la conscience de la présence, et puis le lien cœur à cœur. Les mamans que j'accompagne pendant la grossesse, je les invite à se relier cœur à cœur, à imaginer un rayon de lumière de leur cœur vers le cœur de leur bébé. Et quand elles sont en tension, préoccupées, inquiètes parce qu'il y a des examens ou inquiètes pour d'autres choses, et qu'elles sont en fait disent oui, je sais qu'il est là, mais j'ai du mal à penser à lui, j'ai du mal à m'investir. Dès qu'elles se posent et qu'elles imaginent ce lien cœur à cœur, vraiment tout de suite elles disent je sens de la chaleur, c'est comme si mon ventre grossissait ou s'agrandissait. C'est comme si l'enfant aussi à l'intérieur sent cette présence et répond à ça. Oui, c'est le deuxième livre qu'on voulait vous présenter sur ces liens sur lesquels on a vraiment insisté parce que c'était, voilà, comme Sylvie vous l'explique, c'est vraiment ce lien qu'on va créer avec le bébé, c'est ce qui va déterminer les liens après, plus tard, qu'on va pouvoir entretenir. Et comme je disais à Sylvie tout à l'heure, je lui disais on est des êtres de lien, est-ce que tu nous répètes souvent, voilà, ce petit livre en fait de poche qui s'appelle La puissance des liens et qui est paru pareil après le Covid, donc vraiment qui montre le choc qu'a pu être cet événement dans nos vies, parce que voilà, tout le monde se met à réfléchir aux liens. Et c'est un livre d'Ali Ribéi, donc je ne sais pas si ça vous dit, c'est la personne qui est sur France Inter de 10h à 11h et qui fait une émission qui traite de développement personnel. Et donc voilà, donc c'est à l'image de l'émission, c'est un livre qu'on peut picorer avec plein d'entrées. Il y a toutes les thématiques autour du lien, le lien à la famille, bon, je ne reviendrai pas dessus, Sylvie en a parlé, à l'intérieur de la famille, mais c'est le lien parent-enfant, mais c'est aussi les liens fraternels. Il parle, la section sur les jumeaux aussi est très intéressante, mais pareil, Sylvie va vous en parler après. Il parle des liens d'amitié, il y a les liens d'amitié, il y a le lien d'amour naturellement, où il dit que c'est le lien de tous les liens en fait qu'on investit énormément et avec lequel on peut avoir des difficultés. Et après, j'ai trouvé les dernières sections sont très originales. Il parle du lien thérapeutique, l'importance que peut avoir l'alliance thérapeutique dans le soin. Il y a tout un chapitre sur ça et c'est vraiment très intéressant, notamment une rubrique sur l'effet placebo. Ensuite, il parle des liens aussi qu'on peut avoir avec les animaux, avec la nature, et enfin le rôle de la culture comme lien social. Et voilà, donc je vais être rapide, on peut finir sur ça. Et il explique que la lecture, c'est une sorte de lien silencieux avec soi-même, et que ça permet de ce lien-là, lié à l'élément culture en fait, permet la découverte d'univers et de domaines qu'on ne connaît pas. Alors, je pense qu'on a posé les grandes bases de l'importance des liens, de l'importance de l'attachement, de l'importance du regard aussi. Tout ça, on va dire, était aussi une grande introduction, mais pour moi elle était vraiment essentielle, une grande introduction au thème maintenant que je vais aborder sur la perte gémellaire. Qu'est-ce que c'est la perte gémellaire? C'est au début d'une grossesse, et de nombreuses grossesses, on évalue entre 10 et 15% en fait des grossesses qui ont commencé par 2 embryons qui ont vécu ensemble pendant 2-3 mois, et puis à un moment il y en a qui a arrêté son chemin, qui a arrêté sa route, qui n'a pas continué, mais il y en a un qui a continué. On va l'appeler le survivant, c'est pas très joli parce qu'en fait, dans ce cas-là, nous sommes, si nous avons vécu ça, des survivants, mais c'est plus que ça. Et celui qui continue sa route garde la mémoire de celui qui était là. Alors, pourquoi on a fait une intro si longue? C'est, comment dire, pour rendre évident, en fait, sans avoir
à le redire ou à le justifier plus que ça, combien le lien de proximité, le toucher, la présence de l'autre, et c'est ce qui se passe au niveau d'une grossesse gémellaire. Les deux sont tellement en lien qu'en fait ils ne font qu'un, bien sûr. Et ce un, où à 3 semaines de gestation, le cœur commence à battre. Donc à 3 semaines de gestation, il y a les membranes qui sont là ensemble, qui se côtoient, les cœurs qui battent, donc c'est des pulsations, donc il y a de la vie, il y a vraiment une présence, c'est un partage très 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 vivant. Et quand il y en a un qui s'arrête de vivre, eh bien ça laisse des empreintes immenses à l'autre. C'est-à-dire, c'est une réelle détresse, alors que c'est encore un tout petit embryon de 3-4 cm, mais la mémoire de cet autre qui était là et qui est parti, elle reste. Elle reste, alors, elle reste où? Elle reste dans les cellules, elle reste, et on peut, du coup, ça nous questionne aussi sur, mais où est-ce qu'est vraiment notre cloud de mémoire, quoi, hein, enfin, parce que on engrange tellement d'informations, tellement que est-ce que réellement on peut contenir autant d'informations voilà, dans une si petite voilà, comment dire, taille aussi, et une immaturité aussi. Il n'y a pas de cerveau, il n'y a pas de tête, etc. Mais c'est juste la magie de la vie qui est là, qui est vraiment à l'œuvre. Et le jumeau qui se retrouve tout seul, donc il va y avoir, on va dire, il y a 3 façons pour celui qui s'en va, il va le faire de 3 façons possibles. Soit il se décroche du placenta, et la maman va penser qu'elle fait une fausse couche parce qu'elle perd un peu de sang, et elle va du coup faire une échographie, on va lui dire que tout va bien, bon, elle est rassurée, mais à l'intérieur c'est le drame, mais elle ne le sait pas. Donc soit l'embryon s'en va de cette façon-là, soit il va mourir et un peu se cristalliser, on dit vraiment se fossiliser dans le placenta, et rester là. Et là, vu de l'extérieur, personne ne sait rien, et c'est toujours le drame à l'intérieur. Et puis, pour celui qui reste, et puis la 3e option, c'est en fait que ces membranes qui sont tellement dans la proximité, eh bien, elles peuvent, celui qui meurt peut être phagocyté, on va dire, par l'autre. Et du coup, c'est comme ça que, beaucoup plus tard, à l'âge adulte, on peut se retrouver à être opéré d'un kyste, et puis dans le kyste, on dit, c'était votre jumeau, parce que c'était, il y avait des poils, il y avait des os, parce que les cellules de la peau, en fait, aussi, ce sont, enfin, il y a des cellules, alors c'est l'ectoderme, des cellules qui vont être dans le développement de l'embryon, similaires aux poils, aux os, et je crois aussi au final à la peau. En tout cas, donc ça se développe, et comme ça continue de se développer dans celui qui est vivant, eh bien, les cellules continuent de grandir, on va dire, et puis vont vraiment être des poils ou des os. Enfin, c'est assez particulier, mais c'est pas si rare que ça. Peut-être que vous avez entendu parler de gens qui ont, ou vous peut-être, qui avez vécu ça. Donc, au final, celui qui reste vit un drame terrible. Parce qu'il faisait un avec cet autre, l'autre s'en va, c'est une partie de lui qui est partie. Donc c'est un désarroi qui est inconsolable, puisqu'en fait, qui le sait, donc personne ne va venir le consoler ou lui parler de ça. D'où l'importance aussi dans ces mystères de la vie, d'apporter beaucoup de conscience et de présence au bébé in utero, parce que, eh bien, il peut en avoir besoin beaucoup plus que ce qu'on sait ou que ce qu'on imagine.
il est fort probable que donc 10 à 15% de personnes dans cette salle aient vécu ça. Nous ne le savons pas, mais nous allons observer dans notre vie, en fait, certains comportements qu'on va avoir et qui vont nous paraître incompréhensibles, qui vont nous paraître curieux, parce qu'à l'excès, on les revit, on les répète, et qu'on n'en voit pas le bout. On ne sait pas comment se défaire de ça, on peut mettre beaucoup d'efforts pour se défaire de ça sans y arriver. Et en fait, eh bien, quand on regarde ça et quand on met ça en lien avec l'hypothèse d'une perte gémellaire, alors du coup il y a des choses qui peuvent s'éclairer différemment, c'est-à-dire la peur de la mort. Eh bien, oui, si l'embryon est resté fossilisé, resté dans le placenta, ça fait quoi pour celui qui reste? Eh bien, c'est comme s'il avait encore un contact avec la mort, c'est-à-dire qu'en fait, il se retrouve seul face à la mort, clairement. Et on peut trouver des adultes, j'ai accompagné des gens qui avaient une phobie, par exemple des petits animaux, des petites souris ou des choses comme ça, qui sont mortes, mais vraiment une phobie, vraiment à hurler, à partir en courant. C'est vraiment des mémoires profondes, c'est-à-dire seul face à la mort d'un tout petit, il y a quelque chose qui réactive des mémoires. La peur de s'engager aussi, c'est-à-dire on était deux, en fait on faisait un, l'autre est parti, eh bien je ne vais pas oser retenter une nouvelle expérience d'attachement puisque je risque de la perdre aussi. Bon, donc la peur d'aimer par peur de la solitude et de l'abandon, avec croyance parfois que je ne suis pas digne d'être aimée, parce que bien sûr que tant qu'à faire, il y a des croyances qui vont se greffer dessus, et des croyances qui vont se greffer et prendre d'autant plus de proportions qu'après la naissance, il va y avoir aussi peut-être des troubles de l'attachement, on va dire. Donc s'il y a eu un sentiment d'abandon, l'autre est parti, il m'a abandonnée, je suis seule, et que dans la bébé, dans la petite enfance, il y a à nouveau dans le contexte familial cette répétition-là, c'est-à-dire je me sens seule, on me laisse tout seul et je ne suis pas en lien, alors ça va venir renforcer et amplifier. Et parfois on voit vraiment des comportements chez des enfants ou chez des adultes où il y a des comportements qui sont disproportionnés et des adultes bien sûr en souffrance de vivre ça. Et qu'on va les éclairer aussi par ce qui a pu être vécu dans la vie avec une perte gémellaire, et bien ça vient éclairer beaucoup de choses. La peur panique de mourir aussi, l'autre est mort, moi aussi je peux mourir. La peur de la solitude, la peur du regard des autres, la peur de faire du mal, si l'autre est mort c'est peut-être de ma faute. Et ça aussi c'est des croyances qu'on va trouver. La phobie du vide, si l'embryon est parti, eh bien celui qui est resté peut avoir senti ce départ, ce glissement aussi, et puis peut être aussi à la fois dans cette peur du vide-là, et puis tout d'un coup c'est tout vide, il n'y a plus personne d'autre avec moi. Et la claustrophobie, c'est je suis enfermée là-dedans, je suis mal, voilà, et je ne peux pas sortir de là, donc la claustrophobie est très souvent des mémoires de perte gémellaire, et ensuite on peut le retrouver aussi dans des mémoires de naissance compliquées, où l'enfant s'est retrouvé par exemple, ou s'est présenté en siège, ou a eu du mal, donc l'accouchement était très long, donc la claustrophobie c'est vraiment la vie prénatale ou la naissance. Ça c'était les peurs. Et les comportements, eh bien dans les comportements aussi, on va avoir des signes de cette possible mémoire de perte gémellaire. Donc la dépendance affective, vraiment, en est une. Vraiment, c'est
les mémoires d'abandon et qui peuvent être donc encore une fois renforcées dans la petite enfance et qui sont, on dirait, assez fréquentes. Ou la relation fusionnelle, c'est-à-dire j'ai perdu celui avec qui je faisais un, et ben je vais chercher partout dans les relations amoureuses, amicales, à être en fusion, c'est-à-dire j'ai besoin de retrouver cette qualité, cette proximité pour retrouver ce qui me rassurait vraiment. L'hyperactivité aussi, vraiment, et je pense qu'il y a beaucoup d'enfants hyperactifs qui mériteraient d'être guidés, que les parents soient guidés dans cette exploration-là, parce que oui, ça peut être vraiment une mémoire de l'autre qui était mort, qui est resté là, et donc l'immobilité égale la mort, donc je ne peux pas supporter d'être immobile, je ne peux pas être immobile parce que c'est le risque de mourir, voilà. Parler beaucoup, ben, ça peut être parler pour deux, mais ça peut être aussi manger pour deux, ça peut être faire pour deux, ça peut être acheter pour deux. Hein, on va trouver aussi parfois, on va acheter, je vais prendre un deuxième pantalon ou un deuxième chemisier, parce que voilà, et en fait, on ne se rend pas compte, mais on est en train d'habiller le jumeau aussi en même temps que soi. Donc, voire triple. Hein. Ça coûte cher. Donc la difficulté à s'établir aussi dans la vie sentimentale, professionnelle. L'homosexualité, on va la trouver aussi quand quand le jumeau était du même sexe, alors il peut y avoir une quête aussi de retrouver cet amour fusionnel avec quelqu'un du même sexe. Et puis toujours se surpasser, puisque l'autre n'est plus là, donc j'ai été fort, j'ai continué à vivre, alors il ne faut pas que je m'arrête, il faut que je me surpasse tout le temps aussi. Le sentiment de ne pas être complet. Donc, et puis parfois aussi dans la relation amoureuse, une recherche plus de fraternité que de couple vraiment. Et le bégaiement, c'est je vais le dire deux fois, quatre fois la même chose. C'est je répète. En fait, il y a des symptômes qu'on va traiter de 1000 façons. Alors, je ne dis pas que je vois toute la vie et tous les symptômes sous l'angle de la perte gémellaire ou des mémoires intra-utérines, mais pas loin. C'est-à-dire, Claude Imbert, qui a été la grande spécialiste de la thérapie intra-utérine, elle, exclusivement, toutes les blessures, les dysfonctionnements, les difficultés d'être en relation, les difficultés dans la vie, pour elle, intégralement, tout vient de la vie prénatale. J'ai élargi mon champ d'exploration parce que pour moi, la petite enfance est vraiment aussi quelque chose de particulier, puis c'est des mémoires conscientes, alors que la vie prénatale, tout est inconscient. Donc, voilà, mais il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut éclairer en faisant ces liens-là. Et puis du mal à dire au revoir aussi, clairement. Des choses qu'on ne comprend pas en fait, mais qui nous font buter sur des scénarios de répétition et de choses qu'on n'a pas en conscience. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Et parfois, ça peut aller très vite. Quand le lien est fait, ça peut vraiment lâcher. C'est-à-dire que comment savoir réellement ce qui s'est passé? Eh bien, on le saura sans doute jamais. Par contre, en séance, quand on fait un lien et qui parfois va être, est-ce qu'il se pourrait que vous ayez eu, ou est-ce qu'il se pourrait que vous ayez vécu ça, le sentiment de « ah oui,
vu comme ça, c'est cohérent. Je peux l'envisager. Et tout d'un coup, cette cohérence parfois suffit. C'est-à-dire que elle fait lâcher ce sur quoi on butait justement sans pouvoir s'accrocher sur rien. Mais pourquoi? Mais comment? Mais pourquoi je répète encore ça? Alors il y a une clé aussi que je donne, c'est quand une situation se présente, se répète, alors je pose 3 questions en fait aux gens, et quand il y a 3 oui, je sais où on va aller vraiment travailler voilà, ce chemin de dénouer le chemin de guérison. Je demande aux gens, quand ils répètent justement des choses à l'excès, est-ce que vous voyez faire ce que vous faites? C'est-à-dire, est-ce que vous êtes observatrice, observateur conscient de ce que vous faites? Oui, bah oui, je me vois faire. Est-ce que ça vous énerve de pas pouvoir faire, enfin, ça vous énerve de vous voir faire comme ça? Oui, ça me met vraiment en colère. Et une 3e question, mais vous ne pouvez pas faire autrement? Non, je ne peux pas faire autrement. Donc, quand il y a quand ces 3 questions, c'est oui, je suis obligée de faire comme ça, je ne peux pas faire autrement. On va dire quand il y a ces 3 oui, je sais que le lien qui va dénouer ça, c'est vraiment d'aller dans les mémoires prénatales. Donc il y a beaucoup de choses qui deviennent du coup plus légères, parce que on sait où aller les libérer en tout cas. Et là, on peut prendre le temps d'aller dans cette exploration intérieure, de recontacter la vie à l'âge embryonnaire, hein, parce qu'on va faire ça comme on peut le faire pour l'enfant intérieur, c'est-à-dire recontacter le petit enfant qu'on était. Eh bien, j'accompagne aussi les gens pour aller recontacter le petit embryon qu'ils étaient. Et c'est juste étonnant, mais c'est aussi facile à faire, on va dire, et vraiment très libérateur. Donc, dans l'enfance, il y a souvent des mamans qui viennent et qui me disent mon enfant a tel ou tel symptôme, et je leur dis toujours, je n'accompagne pas spécifiquement les enfants. Je ne suis pas formée pour accompagner les enfants. Ça m'arrivait ponctuellement parfois de le faire, mais toujours très très ponctuellement, une entrée en 6e ou un passage ou quelque chose de particulier. Mais quand la maman vient, elle a toutes les informations de ce qu'elle a vécu pendant la grossesse, et c'est elle qui a les informations, et en mettant ça au clair, elle va en parler avec son enfant, et en général, je n'ai pas besoin de voir l'enfant parce que ça se dénoue comme tous ces comportements aussi, on va dire, mais c'est insupportable, mais qu'est-ce qu'il a cet enfant? Et en fait, ben voilà, on ne sait pas forcément, mais parfois c'est vraiment cette mémoire de perte gémellaire. Et quand on en parle aux enfants, ils sont hyper réceptifs. Alors, on va le voir aussi, hein, les enfants, bon, beaucoup d'enfants ont des doudous, mais il va y avoir des doudous aussi qui vont être plus les petits animaux, enfin les petits animaux de compagnie aussi. Il y a des enfants qui vont vraiment manifester un attachement très particulier à quelque chose de doux, de petit, qu'ils gardent toujours près d'eux. Voilà, donc là je viens vous présenter un des derniers livres qu'on a sélectionné pour cette rencontre, qui s'appelle Le syndrome du jumeau perdu. Voilà, Sylvie, d'Alfred et de Bettina Ostermann. Donc ce sont 2 psychologues, et elle est éducatrice allemande. Alors ce livre, c'est vraiment un classique sur le sujet, que j'ai dans mon rayon depuis très longtemps. Il a à peu près 15 ans d'existence. Là, c'est la 2e édition qui a été remise à jour. Et du coup, ce sont des gens qui sont vraiment précurseurs et pionniers avec Claude Imbert, voilà, qui est française. Hein. Ah oui, oui. Voilà, et qui cite d'ailleurs à plusieurs reprises dans le livre ces deux psychothérapeutes allemands. Alors malheureusement, Claude Imbert, je ne vous en ai pas présenté parce que ses écrits sont épuisés. Ils sont plus disponibles en livre. Voilà. Mais celui-là, le syndrome du jumeau perdu, c'est vraiment la référence. Et vous voyez le sous-titre, hein, un embryon sur 10 environ a un jumeau qui
souvent disparaît durant la grossesse. Pour des milliers de personnes, l'origine méconnue d'un profond sentiment de nostalgie, de mal-être ou de culpabilité. Alors, moi je dois dire que ce livre, quand je le rangeais dans mon rayon avant, il y a un petit moment maintenant, moi c'était un peu ésotérique, hein, les jumeaux perdus, c'est une problématique qui me paraissait étrange, donc j'avais pas mal de préjugés il y a quelques années sur cette théorie. Et en fait, c'est vraiment passionnant. Dans l'enfant, au moment de la naissance, cet état de grâce, cette puissance-là de la vie qui demande juste à être accueilli et aimé. Un enfant, il arrive, il donne tout ce qu'il est, enfin, il attend tout, mais il ne peut pas donner plus que ce qu'il est. Donc il a juste besoin d'être accueilli tel qu'il est, et c'est pas si facile non plus, et ça se prépare. Donc tout ce qui est prévention, conscience du bébé qui est là pendant la grossesse, le chant prénatal, le yoga, le respect de la maman, la place du papa est vraiment importante, et heureusement elle prend de plus en plus, elle est de plus en plus reconnue, et le congé paternité qui a augmenté aussi, etc. Donc c'est de prendre conscience que voilà, un enfant a besoin de tout le monde aussi, que le monde entier l'accueille, et de ce respect-là pour devenir un adulte qui a encore cette étincelle-là, de cet état de grâce et de cet état d'amour à recevoir et d'amour à donner. Et c'est ce que je souhaite à tous les petits embryons intérieurs qui sont en chacun de vous, qui est du pétillement et de la joie, et que peut-être ce soir, par ce qu'on aura dit, par des liens que vous aurez faits, par des connexions conscientes et inconscientes qui se seront faites, et bien de retrouver peut-être aussi un chemin de joie, de paix intérieure, ou d'envie de savoir plus et d'aller vous découvrir plus à l'intérieur. En tout cas, si ça a contribué à semer ces graines-là d'émerveillement, de curiosité et d'amour pour vous, ben, ce sera déjà très bien. Voilà. Merci. Merci Sylvie. Et je vous rappelle aussi que Sylvie a écrit un petit livre sous forme de bande dessinée justement sur tout ce qui est mémoire prénatale, un dialogue, une situation très intéressante entre un petit garçon qui ne veut plus aller à l'école et puis sa maman, et ce qui va se passer, et l'importance du lien.